Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Johanna Ouazani. Je remplace Jérôme Belmont qui devait initialement animer cette table ronde. Donc, je travaille au ministère de la Culture au département des bibliothèques. Il fait chaud, la journée a été longue. Merci d'être encore là. Et on va, voilà, on s'engage à finir vers 17h25 pour que la visite puisse avoir lieu à l'heure et que les personnes qui prennent leur train puissent prendre leur train. Voilà. Donc cette table ronde est consacrée au sujet de la conservation, qui est un peu la troisième brique autour de laquelle a été pensée cette journée. Il en a déjà été un petit peu question dans les tables rondes précédentes, mais là, on va vraiment s'attacher à poser des questions sur la conservation physique des collections de presse, qui se posent d'une part sous l'angle de la sauvegarde des collections dont il a été question précédemment, donc celles qui se trouvent dans un très, très mauvais état physique, celles qui ont déjà été numérisées, et donc qui nécessitent des choix, des politiques prioritaires. Et d'autre part, la coordination d'un stockage, du stockage de ces collections physiques à un échelon dont nous discuterons, qui soit national ou territorial. Donc l'intervention se fera en deux temps. La première partie, ce sera la Bibliothèque nationale de France, donc Anne Pasquignon et Julie Ladan, qui présenteront le futur pôle de conservation de la BNF à Amiens, dont la mise en exploitation est prévue en 2028. Et dans un deuxième temps, Delphine Henry et Julie Mistral nous parleront des plans de conservation partagés des périodiques. Sur cette table ronde, Guillaume Nizier du CTLES devait intervenir mais n'a malheureusement pas pu être présent. Donc j'essaierai de dire un mot de l'action du CTLES en la matière. Voilà, je cède tout de suite la parole à mes collègues. Merci beaucoup Johanna. Bonjour à tout le monde. Donc j'ai le plaisir de vous parler du futur pôle de conservation de la BNF. Donc comme vous le voyez sur la slide, il y a deux ensembles en fait. Donc il y a un centre de conservation et puis un conservatoire national de la presse. Et le centre de conservation concerne aussi d'autres collections que les collections de presse. Mais comme je le montrerai dans mon exposé, les structures sont communes à l'ensemble, qu'il s'agisse des magasins ou des ateliers. Donc les deux sont complètement associés. Alors en introduction, donc, tout part de la BNF et en particulier du site de Tolbiac, avec une saturation des magasins qui est pratiquement complète. Il ne reste plus que quelques années pour stocker de nouvelles collections, et d'où la nécessité de trouver une solution pour stocker les collections sur un autre site. C'est une politique qui a déjà eu lieu de stocker à l'extérieur de la bibliothèque des ensembles donnés, des ensembles déjà reproduits ou des ensembles qui étaient moins communiqués que d'autres, notamment sur les sites de Sablé et de Bussy. Ça s'est pratiqué aussi ces dernières années et ça continuera à l'être entre les sites de Tolbiac et de Richelieu, les collections de Richelieu étant en partie conservées sur le site de Tolbiac. Donc cette idée d'avoir des collections qui ne sont pas sur le site lui-même, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui s'est renforcé ces dernières années à l'occasion des travaux sur le site de Richelieu. Ce qui peut être aussi dit, c'est que l'idée d'avoir une gestion des collections en fonction du taux d'utilisation des collections, c'est quelque chose qui est très ancien, qui remonte au projet lui-même de Bibliothèque nationale de France, avec notamment un système de cotes et d'adressage qui sont différents. L'idée étant que la cote reste, mais que l'adresse du document puisse changer justement en fonction de son taux d'utilisation, qu'il soit peu demandé en communication ou qu'il soit déjà reproduit d'une façon ou d'une autre. En ce qui concerne la presse, là la question est un petit peu différente. Pour la presse, l'élément moteur a été le rapport presse en 2018, dont vous avez déjà beaucoup entendu parler. Donc, il a mis en avant l'état sanitaire très, très mauvais d'une partie des collections, en partie les collections publiées sous la Troisième République, dont Philippe Meza-Salma a parlé tout à l'heure.
Et la nécessité, alors c'était pas nouveau, c'était pas une découverte en 2018, ça fait très longtemps que la question est pointée du doigt, et en particulier les problèmes de moyens pour pouvoir remettre en état cette collection, d'avoir des moyens suffisants pour le faire et la capacité suffisante pour le faire. Donc c'est une problématique déjà très ancienne, mais à l'occasion du rapport presse, elle a été mise en avant, et surtout le rapport presse a été l'occasion d'identifier les titres de presse à l'intérieur du catalogue général. Donc les titres de presse et de périodiques étant confondus dans le catalogue. Et donc une des grandes opérations et un des grands plus du rapport presse, ça a été d'identifier ces titres de presse et de les taguer par un tag qui s'appelle Corps Presse. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a à peu près 273 000 titres qui ont été identifiés. Je pense que Julie reviendra sur ce point. L'importance de la presse, donc, elle vient de son état de conservation, et donc la nécessité de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Donc, Philippe Mézard-Salma en a très bien parlé tout à l'heure. Il y a des collections qui sont en très très mauvais état, et donc le risque, c'est éventuellement d'en perdre certains titres ou des parties de titres de façon définitive. Donc il y a une extrême urgence à intervenir sur ces collections, d'autant plus par ailleurs que les collections de presse à l'heure actuelle sont celles qui suscitent le plus d'intérêt de la part des chercheurs et du grand public, qu'il s'agisse de Gallica ou qu'il s'agisse de demandes de communication dans les salles de lecture. Donc des fonds très importants qui représentent une nouvelle source, de nouvelles sources pour des recherches. Alors, excusez-moi, je suis revenue en arrière. Voilà. Alors, le site qui a été choisi, c'est le site d'Amiens. Donc là, je vous donne quelques vues du site. En fait, ce site, donc je vais y revenir plus en détail ensuite, a été retenu notamment parce que donc la ville est à proximité de Paris, ça faisait partie des conditions de l'AMI, mais aussi en raison de la qualité de vie qu'elle pouvait offrir au personnel amené à travailler sur le centre. Et donc, Amiens, comme on le voit sur ces quelques vues, voilà, c'est une ville qui a beaucoup de monuments inscrits au patrimoine de l'UNESCO en particulier, qui a des musées, qui a une vie associative très active, et donc qui, de ce point de vue-là, présentait beaucoup d'avantages. Et ça a fait partie des critères importants pour le choix de la ville d'Amiens. Alors, donc la proposition d'Amiens, donc Amiens a été retenu, donc il y a eu un appel d'offres qui a été lancé en juin 2020. Donc c'est pour donc, montrer que les choses se sont faites relativement vite pour un projet de cette envergure. Il y a eu énormément de villes qui ont été candidates pour ce projet. Il y a eu 70 candidatures au total. Et la ville d'Amiens a été retenue. Elle était en lice dans les derniers mois avec 2 autres villes. Et c'est le site d'Amiens qui a été retenu pour les raisons que je vais vous donner. Alors tout d'abord, donc le cadre de vie. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'était très important pour la bibliothèque que le cadre de vie pour le personnel correspondent à un cadre de vie qui permette, où il y ait un centre universitaire par exemple, pour les familles. Amiens est une ville de 180 000 habitants, donc c'est une ville importante, et donc qui présente un certain nombre d'avantages. La localisation du terrain aussi a énormément joué. Donc le site du futur centre sera situé au nord de la ville, sur le site d'un ancien CHU qui va être détruit et qui va être transféré, réinstallé dans une autre partie de la ville. Et là présente un pôle universitaire en lettres et sciences humaines, donc un environnement. Donc ce pôle universitaire est situé à proximité du futur centre. Donc un environnement extrêmement favorable pour ce type de centre. Le foncier qui était proposé par la ville d'Amiens était aussi très important. Il était le double de celui qui était demandé dans l'appel d'offres.
donc ça a fait partie aussi des raisons pour lesquelles la ville d'Amiens a été retenue, parce qu'il était important de pouvoir construire donc une première série de bâtiments pour abriter les collections destinées à être délocalisées, mais aussi de pouvoir disposer d'une réserve foncière pour pouvoir continuer à construire un bâtiment. Un autre point important, c'est l'accessibilité. Ça faisait partie aussi des critères de l'AMI, à savoir de pouvoir faire l'aller et retour dans la journée, en particulier pour le personnel bibliothécaire ou conservateur qui aurait eu besoin de consulter les collections de façon ponctuelle, que ce soit facilement joignable. L'autre point, c'est la culture. Donc là, je l'ai évoqué déjà un peu. Donc un écosystème culturel très riche avec de nombreux musées, des bibliothèques, des associations extrêmement actives. Et donc c'était aussi important, notamment pour pouvoir mieux valoriser l'offre de presse, toute la presse qui serait installée dans ce futur centre. Valorisation par le biais d'expositions, valorisation auprès des écoles, dans le cadre des programmes EAC, de sensibilisation des enfants et voilà, du reste de la population aux questions de presse, liberté de la presse, etc. Et puis la question du cofinancement, bien entendu, qui était un point très, très important dans le choix de la ville d'Amiens. Voilà un plan de la ville d'Amiens qui montre que le site, donc c'est le point 1, donc se trouve en gros à un quart d'heure de la cathédrale en bus. Voilà, donc c'était en tout cas parmi les propositions de sites qui ont été faites à la bibliothèque, c'était le site où le futur emplacement se trouvait le plus à proximité du centre de la ville. La question aussi des transports, les liaisons en train entre Paris et Amiens sont très fréquentes. Il y a 31 trains directs par jour et d'une durée d'1h10. Et une fois que l'on est arrivé à Amiens, il y a un quart d'heure de bus. Donc c'est des conditions tout à fait acceptables pour des personnes qui ont besoin de se rendre sur le site dans le courant d'une journée. Le foncier constructible, donc 30 000 mètres carrés constructibles. Donc ça, c'est un point extrêmement important puisque l'accroissement est prévu pour 30 ans dans les bâtiments qui seront construits. 30 ans, c'est à peu près la durée d'existence du site de Tolbiac. Et nous sommes déjà saturés. Donc voilà, la saturation des espaces va extrêmement vite. Et donc il faut déjà prévoir la suite avec la possibilité de construire un nouveau bâtiment. Et puis la proposition financière, donc plus de 40% du coût et une participation de l'État à 30 millions d'euros. La proposition culturelle, donc particulièrement importante aussi. Là, on voit la maison de Jules Verne. Donc des activités culturelles prévues une fois que le centre sera installé, mais aussi avant. Donc dès l'année prochaine, il est prévu des manifestations, des expositions, en particulier à la maison Jules Verne, où il est prévu une présentation de manuscrits de Jules Verne à la maison de Jules Verne. Et puis aussi des cycles de conférences sur la bibliothèque elle-même, sur les collections, sur l'ensemble des collections et la variété des collections qui sont destinées à être abritées dans ce centre, afin de familiariser aussi la population et aussi les associations qui sont amenées à développer des actions autour de l'ensemble des types de collections qui sont destinées à être installées sur ce site. Alors, la programmation, donc, le centre d'Amiens est destiné à être un centre de stockage des collections, et donc à très long terme, et dans les conditions optimales. Et ce point est particulièrement important pour les collections de presse,
qui actuellement, dans les magasins de la Bibliothèque nationale, sont conservés, notamment lorsque les volumes, lorsque les fascicules ne sont pas reliés de façon qui pourrait être nettement améliorée. Donc ce centre permettra notamment de conserver les collections de presse à plat et voilà, de plus avoir de collections pliées. Un conservatoire national de la presse, donc à la fois pour l'ensemble des collections de presse, donc le stockage, concernant l'ensemble des collections qui se trouvent sur le site de Tolbiac, mais aussi sur les autres sites de la Bibliothèque nationale de France à Paris, à savoir les départements spécialisés sur le site de Richelieu et les collections qui se trouvent à la Bibliothèque de l'Arsenal. Donc c'est les 273 000 titres et quelques qui ont été identifiés dans le cadre du rapport presse, et des moyens pour pouvoir traiter et valoriser ces collections. Donc le traitement, c'est bien entendu les ateliers de restauration et de numérisation, l'un et l'autre étant extrêmement liés, bien entendu, parce qu'il est de plus en plus difficile, même s'il reste encore des collections en bon état, mais de pouvoir numériser des collections sans avoir pu les réparer auparavant et les remettre en état, ne serait-ce que les remettre à plat, par exemple. Le centre d'Amiens n'est pas destiné à abriter une salle de lecture. Donc il n'y aura pas de salle de lecture à Amiens. C'est le cas à Boston Spa, par exemple, qui aussi conserve l'ensemble des collections de presse de la British Library. Mais à Amiens, il n'est pas prévu de salle de lecture. Il y aura juste la possibilité d'avoir un espace pour des rendez-vous avec des chercheurs, aussi pour accueillir éventuellement des groupes, notamment des groupes pour des actions EAC, mais pas de lecteurs sur place. Et donc, ça signifie que les collections qui seront conservées sur ce centre sont destinées à être communiquées sur les sites parisiens et notamment à Tolbiac. Donc ce n'est pas un dépôt de documents, et en particulier pour la presse, comme ça a pu l'être à d'autres époques. Ce n'est pas un stock mort, mais c'est un stock qui continuera à être communiqué sur le site de Tolbiac par des navettes quotidiennes. Et ça sur le modèle aussi de Boston Spa en Angleterre. C'est aussi, j'oubliais d'en parler, donc un deuxième site de stockage informatique pour la BNF avec des serveurs informatiques pour des questions de sécurité informatique. La capacité de stockage qui est prévue donc, est sur 30 ans avec une réserve foncière. Là, pour le moment, on ne peut pas donner de chiffres plus précis parce que le programme est en cours de validation à la Bibliothèque nationale de France, donc notamment sur les différentes les questions de surface. Mais l'objectif est une capacité de traitement d'accroissement. Le schéma d'implantation des collections donc, a été validé en 2021. Là, ça se réfère donc à la première partie, à ce que je disais au tout début, à savoir que ce centre est destiné à accueillir l'ensemble des collections de presse de la bibliothèque, mais aussi des collections des autres départements. Et l'ensemble de ces collections représente environ 30% des collections actuelles de la bibliothèque. Donc, c'est 4 à 5 millions de documents qui sont destinés à déménager, donc sur 160 km linéaires, et des collections qui sont aussi bien, donc bien sûr, ce sont les monographies, la presse qui représente 70% de cet ensemble, mais aussi des collections iconographiques, des cartes et plans, des manuscrits, des fonds d'archives, des fonds musicaux. Donc l'ensemble des collections de la bibliothèque est concerné, en tout cas l'ensemble des départements de la bibliothèque sont concernés par ce centre. Les critères qui ont prévalu aux critères IGDC et donc pour les départements thématiques et spécialisés hors presse, même si la presse aussi a donné lieu à
l'application de ces critères IGDC a été fixée dans le cadre de réunions de travail avec l'ensemble des départements de la bibliothèque. Et donc ces critères ont été définis sur la nature des collections et l'usage des collections. Et en fonction de ces critères, donc ce qui est le plus précieux, le plus fragile, étant destiné à rester sur place dans l'enceinte de la bibliothèque à Tolbiac ou à Richelieu, et le reste à déménager sur le site d'Amiens. Voilà. Ces critères IGDC, une première étape a été de les fixer déjà. La deuxième étape a été de faire en sorte qu'ils puissent être appliqués de façon homogène par l'ensemble des départements. Et donc entre 14 départements, là aussi, ça a donné lieu à beaucoup de réunions pour pouvoir proposer quelque chose d'homogène et que les départements, l'ensemble des départements soient représentés de façon à peu près égale. Donc les collections qui sont destinées à déménager, donc c'est l'ensemble des collections de presse à terme. Donc là, c'est surtout sur ce terme-là. Donc dans un premier temps, ce qui est destiné à déménager, c'est la collection de référence des titres de presse, qui a été constituée aussi un peu pour ça, c'est-à-dire que une fois le site ouvert, les collections de presse, c'est absolument considérable, hein, le nombre de titres que cela représente. Hein, c'est presque 50 km linéaires de collections, des milliers de titres. Et donc, dans cet ensemble de titres, il semblait qu'il était nécessaire de pouvoir faire ressortir les titres les plus emblématiques, les plus importants, déjà pour valoriser ce centre, et aussi pour qu'à partir de ces collections, le centre et la ville d'Amiens puisse entreprendre une série d'actions de valorisation et que ça donne plus de visibilité, plus d'importance, voilà, que ça ne soit pas considéré comme un centre qui est là pour abriter des collections dont une partie sont en très mauvais état et difficilement communicables et difficilement numérisables. Donc cette collection de référence, ça a déjà été dit, mais ça correspond donc à des titres donc les plus emblématiques, les plus importants, qui seront numérisés. Ils ont été sélectionnés aussi sur des critères d'état physique qui restent à valider, mais c'était le principe qui a été retenu. Des titres aussi signalés de façon complète, voilà, pour constituer un premier ensemble. Et ensuite, le reste des collections devra déménager, mais ça sera un très gros chantier. Alors, les conditions de travail, donc des conditions optimales de conservation. Donc, la construction de ce nouveau centre est justement l'occasion de construire des magasins qui répondent aux normes les plus à jour, et notamment des magasins robotisés à oxygène raréfié. Donc, il n'en existe aucun autre exemple en France pour le moment, et 2 exemples en Europe, donc à Boston Spa, et en Suisse, le centre de Buron, qui est un centre interuniversitaire, qui est un centre de stockage pur, qui n'a pas d'atelier de restauration, mais qui stocke les documents de 6 bibliothèques universitaires suisses, avec des systèmes de navettes pour la communication. Ces magasins robotisés présentent beaucoup d'avantages. D'abord, un gain de place très important. Donc, ce sont des magasins qui devraient faire à peu près 17 mètres de haut, avec un système de robots pour le prélèvement des ouvrages stockés dans des bacs ou sur des plateaux. Ça permet aussi le faible taux d'oxygène, donc à 13%, permet une meilleure conservation des documents. Ça évite les risques d'incendie. Ça évite aussi des risques d'inondation par des springlages qui se déclencheraient de façon inopinée. Et puis enfin, pour les magasiniers, c'est aussi un gain en termes de charge de travail, puisque, donc c'est l'exemple à Boston Spa et à Buron, les ouvrages sont amenés directement à la table des magasiniers, sur un système de tapis roulant directement. Donc le travail de prélèvement des magasiniers n'existe plus, et de même les ouvrages seront intégrés de façon
automatisés dans les espaces une fois qu'ils sont mis dans leur bac. Il est prévu aussi un magasin traditionnel de très petite taille pour des documents atypiques, notamment des documents iconographiques, des estampes ou des cartes et plans. Mais la majorité des collections sera conservée dans ces magasins robotisés. Et dans ces magasins robotisés, on y trouvera à la fois des collections de presse, mais les collections des autres départements. Donc il n'y a pas de magasins différents pour la presse et pour les autres types de documents. Il y aura peut-être des secteurs, les modalités de rangement des documents seront sans doute différents, mais ce sont les mêmes magasins et les mêmes équipes de magasiniers qui travailleront dans ces magasins. Il est prévu aussi, ça c'est plus pour des questions de valorisation et pour la visite aussi, donc des magasins visibles pour les visiteurs, donc ces magasins robotisés, puisque ce sont des magasins qui sont très spectaculaires. Je vais vous montrer une photo ensuite des magasins du site de Buron, c'est des magasins très hauts. Voilà, et donc il sera possible pour des groupes de visiteurs de voir ces magasins. Alors ça sera une paroi vitrée, mais à l'intérieur du site, bien entendu, et non pas, ça ne donnera pas sur l'extérieur. L'intérêt de ces grands magasins robotisés, c'est aussi le fait que ça permet aussi au niveau climatique de maintenir des conditions d'hygrométrie et de température relativement stables. Et l'un des enjeux de la construction de ces magasins, c'est de pouvoir fonctionner avec une climatisation la plus faible possible et éventuellement pas de climatisation du tout, les magasins étant à même de s'autogérer au niveau des températures. Et c'est ce que montre notamment le centre de Buron, où voilà, il y a une sorte d'inertie des collections, et notamment des collections papier, qui fait que le centre, que les magasins restent à peu près à température et à taux d'hygrométrie égal. Et lorsqu'il y a des hausses de température, c'est extrêmement progressif, ce qui pour les collections est supportable. Voilà, donc là un exemple des magasins de Buron avec donc le robot en jaune dans le fond de la travée, et puis une vue plongeante voilà, sur les caisses donc, qui sont remplies. Donc, voilà. Et donc pour ce système de magasinage, donc les documents sont reliés à un container. Donc c'est toujours le même container dans lequel les ouvrages doivent être rangés. Et donc ça implique pour nous, dans le cas de la préparation des collections au déménagement, de pouvoir relier chaque unité physique à un container, et donc que chaque unité physique soit reliée dans le système informatisé, ce qui va donner lieu à des chantiers. Les activités techniques de conservation, donc là aussi, il y a beaucoup d'ambition à ce niveau-là. Donc ce sont des ateliers qui portent sur l'ensemble des collections de la bibliothèque, à savoir bien entendu les collections de presse qui sont complètement prioritaires, mais aussi les autres types de collections, et donc avec des ateliers pour les documents iconographiques, pour les cartes, pour les objets, pour tous les types de supports, avec des ateliers aussi prévus, des ateliers BNF, mais aussi des ateliers pour les prestataires, notamment dans le cadre des ateliers de numérisation. Donc les deux chaînes sont séparées, comme c'est le cas déjà à la bibliothèque. Je crois que Philippe Mézat-Salma en a parlé tout à l'heure. Donc pour éviter des confusions et ensuite des erreurs de rangement. Donc des ateliers de restauration, des ateliers de catalogage aussi des documents. Ce sont des ateliers qui existent déjà sur le site de Sablé, sachant que le site de Sablé et le site de Bussy sont destinés à fermer à l'ouverture de ce site. Les prochaines étapes, le projet, le pré-programme est en cours de finalisation actuellement. Donc une fois que le programme est terminé, donc il y a un travail avec les collectivités territoriales, le choix de l'architecte en 2023, les travaux de construction, mise en service et déménagement et ouverture en 2028. Donc c'est à la fois, ça semble à la fois long, mais c'est aussi assez court, sachant qu'au préalable, il y a beaucoup de
beaucoup de travaux en interne à mener, de reconditionnement, de récollement et d'identification des documents. Voilà. Je passe la parole à Julie qui va compléter sur les questions de presse. Merci. Oui, donc Anne a présenté le projet global de pôle de conservation de la BNF. Moi, je vais revenir plus en détail sur le Conservatoire national de la presse, qui sera donc une des composantes très importantes du site. Et en fait, pour bien comprendre le projet, son ambition et ses enjeux, je vais surtout revenir sur la collection physique de presse de la BNF et sur les défis qu'elle pose et qu'elle pose à la bibliothèque depuis de très nombreuses années, voire des décennies. Et alors, voilà. Alors, pour connaître la collection de presse de la BNF, elle a fait l'objet d'un guide des sources pour l'histoire de la presse en 2011, sous la direction de Lise Devreux, qui était à l'époque directrice adjointe du département droit, économie, politique, et de Philippe Mézat-Salma, donc, qui est chef du service presse, qui permettait de retracer l'état et l'histoire des collections. Et puis, comme on l'a beaucoup cité, en 2018, le rapport presse, sous la direction de Catherine Aurérin, la directrice du département droit, économie, politique, et Aline Girard, directrice du département de la coopération, donc qui ont refait et élargi, je dirais, qui ont permis de poser un état des lieux complet et transversal sur la situation de la presse à la BNF, en termes de signalement, en termes de numérisation, en termes de conservation, enfin, en rebalayant tous les enjeux. Et cela a permis d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de la collection, qui est départementalisée depuis 1998 et qui, comme cela a été dit, n'était pas identifiée en tant que telle dans le catalogue. Donc il fallait un peu circonscrire l'objet. Ce rapport presse, donc, il a posé une définition préalable pour savoir de quoi on parlait quand on évoquait la presse, une définition assez large, puisque le critère retenu, ce sont les collections de périodiques. Français publiés en France, d'intérêt général, dont la périodicité va de quotidien à trimestriel, ce qui peut paraître assez important en termes de périodicité. C'est un critère en fait, qui s'appuie sur les critères de la CPPAP, la Commission paritaire des publications et agences de presse, donc, qui est l'instance qui est chargée de donner un avis relatif aux bénéfices du régime économique de la presse en France, donc qui définit un petit peu les titres éligibles au statut de titre de presse. Voilà. Et la notion d'intérêt général, donc on l'a déjà commenté, mais ça permet d'englober, outre les titres d'information générale, des publications spécialisées d'intérêt généraliste. Voilà, l'instruction, par exemple, la récréation du public relève du caractère d'intérêt général. Donc, c'est effectivement une définition assez large de la presse. Donc, la collection de la BNF, donc, c'est la collection qui a été collectée par la voie du dépôt légal depuis le XVIIe siècle. Hein, on dit traditionnellement depuis la Gazette de Théophraste Renaudot en 1631, mais Nathalie Fabry nous disait ce matin qu'il y avait des périodiques plus anciens. J'ai retenu le Messager de Fontainebleau en 1623, je crois même qu'il y a des titres antérieurs. Bon, en tout cas, c'est depuis le premier tiers du XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une collection qui est quand même qui est unique finalement en France par son amplitude historique et son très fort niveau de complétude, même si on n'a évidemment pas tout, loin de là, et on l'a vu dans les tables rondes précédentes, et qui permet de retracer toute l'histoire de la presse et le développement des grandes périodes de l'histoire de la presse, les périodes d'expansion, de censure, les périodes de guerre, etc. Donc c'est une collection extrêmement riche et représentative qui rassemble tous les types de presse, hein, presse d'information générale, presse quotidienne régionale, et puis presse magazine, presse spécialisée, donc une acception assez large de la notion de presse. Avec deux tranches chronologiques très significatives, c'est aussi ce qui a permis de mesurer ce rapport presse. La période 1880-1944 qui représente près de 35% de la collection. Et puis les titres postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, donc 1945-1990.
Voilà. D'un point de vue quantitatif, donc en termes de volumétrie, on a 273 000 titres de presse à la BNF française ou publiés sur le territoire français, donc, avec des doublons. Donc c'est un peu plus de 246 000 titres dédoublonnés, qui représentent 44 km linéaires de collection et un accroissement annuel qu'on estime dans les projections actuelles à encore 500 mètres linéaires annuels. Donc des dizaines et des dizaines de milliers de fascicules à traiter. Une collection donc, qui est répartie dans tous les départements et sur tous les sites de la BNF. Alors bien sûr principalement à Tolbiac et principalement au département de droit, économie, politique, qui en conserve près de 70%. Voilà, à cette collection et à ces volumes, il faut ajouter aussi la presse étrangère, donc qui ne faisait pas l'objet de l'étude du rapport presse en termes de responsabilité et d'enjeux de conservation. Voilà, disons que c'est un deuxième cercle concentrique, mais on a également à la BNF 43 000 titres de presse étrangère donc, qui s'ajoutent à ces volumes et qui ont aussi l'occasion, bien sûr, de rejoindre le conservatoire d'Amiens. Je voudrais signaler aussi que c'est une collection qui est multi-support aujourd'hui. On a la collection papier, mais on a énormément de titres microfilmés. La collection numérisée, la collection qui est collectée via le dépôt légal numérique depuis 2006. Et puis, le dépôt légal du web, et puis le dépôt légal numérique, donc la substitution de la collecte papier par des exemplaires numériques. Donc on a actuellement 49 titres de presse quotidienne régionale qui sont collectés de manière numérique sous forme de PDF. Voilà, et je pense que les choses vont s'élargir avec la loi d'Arcos de 2021. Donc c'est une collection multi-support. Dans le Conservatoire national de la presse, on réfléchit davantage et sur les enjeux de conservation, sur la collection physique, bien évidemment. Et puis je voudrais aussi signaler qu'au-delà de la presse imprimée stricto sensu, on a d'autres fonds spécialisés relatifs à la presse, à la bibliothèque, qui sont principalement au département des estampes et de la photographie. Des fonds d'agences de presse, des fonds de photographie de presse, des fonds de dessin de presse et de caricature de presse, des fonds d'archives de titres de presse. Donc dans le périmètre scientifique du projet d'Amiens, on inclura aussi ces collections-là en termes de valorisation et de médiation possible autour des collections de presse. Alors en termes d'enjeux de conservation et de mise à disposition, alors ça a été dit, mais d'abord il faut se redire que c'est un matériau, une source qui est extrêmement sollicitée par nos usagers, par les chercheurs, par le grand public, par les généalogistes, par tout un tas d'utilisateurs. Et donc la collection fait l'objet d'usages assez intenses. Alors on a dans le cadre du rapport presse, donc ce sont des chiffres qui sont antérieurs à 2018, 11% des demandes de communication physique à Tolbiac portaient sur des fascicules de presse. Et puis, on le voit aussi en termes d'usage sur les statistiques de consultation dans Gallica. Ça représente 30% des consultations de Gallica, 5 millions de visites par an. Donc voilà, c'est une collection qui est extrêmement sollicitée et donc qui pose de nombreux problèmes, je dirais depuis quasiment le début du 19e siècle, au personnel de la bibliothèque pour sa conservation et sa mise à disposition. Alors des défis qui sont liés d'abord à la masse à traiter, le nombre de titres et de fascicules au fil des années, notamment pour la presse quotidienne et hebdomadaire. Et pour vous donner un point de repère, actuellement, on a 192 titres de quotidiens vivants et 860 hebdomadaires vivants reçus au titre du dépôt légal, donc qui représentent vraiment des flux très importants à gérer, à bulletiner, à conditionner, à magasiner, notamment de grands formats, avec des problèmes récurrents de gestion, gestion dynamique des collections, de gestion de l'accroissement, des problématiques de saturation. Voilà, donc des défis liés à la masse. Ces défis liés à la masse sont posés, je le disais, dès le début du 19e siècle, après les confiscations révolutionnaires.
Et puis ça s'est amplifié à la fin du 19e siècle avec l'explosion du nombre de titres de presse. Finalement, seule la presse nationale et les grands titres parisiens étaient, on va dire, correctement magasinés ou convenablement magasinés et étaient reliés. Et une grande partie des titres de moindre importance, de la presse locale ou spécialisée, restaient en paquet. Au XXe siècle, la décision a été prise dans les années 30, en 1934, de créer un service dédié à ces collections, le service des périodiques, qui est devenu un département à part entière en 1945, justement pour faire face à ces enjeux de masse, de gestion, et dans un souci de plus grande efficacité. Et en parallèle de la création donc, de ce service des périodiques, des kilomètres linéaires, 13 kilomètres linéaires de collections ont été envoyés vers l'annexe de Versailles, hein, donc les collections de presse de province du 19e jusqu'aux années 30, qui étaient pliées par année ou par semestre, empaquetées sous papier craft et bien sûr non reliées. Voilà. Et donc, on hérite aujourd'hui de cette situation matérielle, de ces collections qui n'ont pas pu être traitées et conditionnées convenablement pendant des décennies. On estime aujourd'hui à plus de 45 000 ces fascicules conditionnés sous papier craft, là que vous voyez sur la slide, avec des états de conservation qui sont très préoccupants. Des pliures, des ficelles, du papier craft qui accélère la dégradation et l'acidification du papier. Donc ce sont des collections idéalement qu'il faudrait reconditionner, remettre à plat. Ce sont des chantiers considérables. Des estimations ont été faites dans le département par Caroline Tourette, qui est là, sur le temps qu'il faudrait passer pour reconditionner de manière convenable ces collections. Et c'est plus de 15 ETP pendant une dizaine d'années. Donc ça donne une idée de l'ampleur du chantier. Voilà. Donc après, d'un point de vue historique, le choix a été fait en 1998 avec l'arrivée à Tolbiac de revenir à une départementalisation thématique de la presse dans les départements imprimés. Voilà. Mais la presse quotidienne et hebdomadaire reste principalement conservée dans le département droit, économie, politique, qui se trouve donc ainsi un peu l'héritier du département des périodiques et qui est confronté avec une acuité particulière à ces problèmes de flux, de saturation et donc bien évidemment problème de conservation matérielle. Après le problème de la masse et des flux, le problème donc de la vulnérabilité et de l'état matériel des collections, c'est le deuxième enjeu majeur. On en a déjà pas mal parlé. Voilà, le journal, Philippe l'a dit, n'était pas par nature un document destiné à être conservé. Et donc, notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle, après le passage à la pâte de bois, on a utilisé des papiers de mauvaise qualité, des encres bon marché, qui exposent les journaux à une détérioration accélérée. Donc le papier jaunit, s'acidifie, enfin vous connaissez tous ça. Là j'ai mis quelques titres en haut de la slide pour vous montrer sur certains titres. Même à gauche c'est le premier numéro de l'équipe. On a une perte qui se voit très bien d'informations, donc un risque vraiment de perte irrémédiable. Et c'est une problématique majeure d'autodestruction par le temps de ces collections, en particulier donc, pour les collections de la Troisième République. Alors, face à ces enjeux, en fait, la bibliothèque et les personnels de la bibliothèque ont pris conscience très vite qu'il fallait mettre en place des mesures de sauvegarde, des plans de conservation préventive, curative, depuis les années 50. La reliure d'abord pour protéger les fascicules, des plans de restauration et de doublage par thermocollage. Dans les années, à la fin des années 50, en 1959, la création de l'ACRPP qu'on a évoqué tout à l'heure, donc l'Association pour la conservation et la reproduction photographique de la presse, qui a mis en place donc, avec la BNF des programmes massifs de micro-reproduction sur microfilm. La numérisation massive au début des années 2000 sous l'impulsion de Jean-Noël Jeanneney, on en a parlé tout à l'heure, et qui se poursuit donc voilà, depuis une vingtaine d'années, des programmes de numérisation considérables. Et là, on accélère encore la cadence dans le cadre de la collection de références et de la préparation du déménagement à Amiens. Des programmes aussi de désacidification pour stopper ou ralentir la dégradation du papier.
et qu'on applique aujourd'hui plutôt aux collections postérieures à la Seconde Guerre mondiale, même après les années 50, parce qu'on estime qu'il est déjà trop tard pour les collections plus anciennes et que seule la numérisation de sauvegarde paraît aujourd'hui pertinente, avec un principe également en termes d'action de conservation, de non-cumul des traitements compte tenu des volumes à sauvegarder. Voilà, pour autant et malgré toutes ces initiatives et qui se sont multipliées, amplifiées au fil des années, on fait, comme le disait Anne, aujourd'hui le constat que les conditions de conservation ne sont toujours pas optimales. Une partie significative des collections ne sont pas conservées dans des collections optimales. On ne peut pas les améliorer faute de place, avec cette problématique de saturation. Les magasins seront saturés à horizon 2030, mais on a dès à présent des problématiques de gestion d'espace et de gestion d'accroissement. Voilà, donc toutes ces... Et la BNF, bien sûr, était consciente de ces enjeux, mais le rapport presse, si je puis dire, en 2018, a un petit peu été le détonateur et la véritable prise de mesure de l'ampleur de la tâche face à la vulnérabilité de la collection, un risque de perte, et de l'urgence à intervenir, justement, pour éviter ces pertes définitives. Donc le Conservatoire national de la presse, même si Anne en a dit déjà quelques mots, donc la décision a été annoncée, la décision de création a été annoncée en 2020, le site d'Amiens a été choisi en 2021. Ce conservatoire, il a donc 3 finalités. En premier lieu, et c'est sa finalité principale, c'est vraiment sauver les collections de presse et les conserver dans des conditions adéquates, les rendre plus accessibles et puis favoriser leur rayonnement et leur appropriation par différents types de publics. Donc très concrètement, et à ce stade, parce que le projet démarre, le conservatoire, c'est un lieu unique pour accueillir toutes les collections de presse avec un accroissement à 30 ans. Des conditions de conservation optimales, donc je vois que le temps passe, donc j'accélère et je n'y reviens pas, Anne l'a dit. Des ateliers de conservation, elle l'a cité également, à proximité, qui s'appliqueront à toutes les collections de la BNF conservées dans ce centre de conservation, mais avec une prise en compte des spécificités, notamment des formats de la presse. La mise à disposition, cela a été évoqué aussi, par navette quotidienne, peut-être de la numérisation à la volée. Et puis donc un programme ambitieux de médiation et de valorisation scientifique et culturelle autour de la presse. On a déjà beaucoup d'initiatives qui existent, beaucoup de manifestations, beaucoup de projets autour de la valorisation de la presse. L'idée est vraiment, dans le cadre de ce conservatoire, de rayonner davantage, de nouer des partenariats. C'est un conservatoire national, donc ce seront des partenariats avec les acteurs nationaux avec lesquels on est déjà en relation, mais également aussi beaucoup donc, avec le terreau des acteurs locaux. Voilà, une stratégie de développement ou d'action en direction de différents types de publics à imaginer. On va mettre en place un conseil scientifique pour accompagner le projet et notamment les plans de numérisation, parce qu'au-delà de la collection de références, donc ça a été évoqué ce matin, mais donc de plusieurs millions de pages, et qu'on essaiera de faire aboutir à horizon 2028. Au-delà de ça, on a encore des plans de numérisation à mettre en place, principalement de la numérisation de sauvegarde. Après avoir fait de la numérisation sur des critères scientifiques d'usage, on articulera bien sûr les critères d'usage, de besoin des chercheurs, mais on a vraiment là un enjeu d'urgence. Donc on mettra en place des plans de numérisation de sauvegarde sur la presse de la Troisième République. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. On pourra repréciser certaines choses dans les questions tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce panorama très complet, et je pense que voilà, qui soulève toutes les problématiques auxquelles vous pouvez faire face dans vos services d'archives, dans les bibliothèques. Je pense que vous êtes reconnus dans beaucoup de ces problèmes. Donc l'idée là, c'était d'aborder maintenant, de revenir un petit peu sur les plans de conservation partagés, sur voilà, la coopération qui a pu être mise en œuvre à un niveau plus territorial. Et donc je laisse tout de suite la parole à Delphine. Merci beaucoup. Donc là, en effet, on va redescendre au niveau de l'échelle, voilà, à la fois territorialement, en effet, et puis sur les volumes. Je suis assez fascinée par les travées de 35 mètres de haut.
Ah pardon, j'avais eu 35 tout à l'heure, j'ai mal lu. C'est déjà très bien. Voilà. Je propose un petit retour en arrière sur une petite dizaine d'années pour voilà, voir un petit peu l'évolution. Ce sera très rapide. Et faire un petit état des lieux actuel de ces plans de conservation partagés qui existent à l'échelle régionale et qui sont copilotés généralement par les structures régionales pour le livre et par le correspondant SUDOC. C'est aussi la raison pour laquelle ce serait intéressant de dialoguer avec Julie Mistral. Et puis avec les collègues dans la salle voilà, des nombreuses structures régionales pour le livre représentées aujourd'hui. Et de terminer par quelques questions mises en partage. Donc on avait fait à la FIL, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, une petite plaquette il y a une petite dizaine d'années, qui était sortie en 2015, mais qui présentait un panorama de 2013 sur ces plans de conservation partagés des périodiques, qui en réalité constituaient une collection avec les plans de conservation partagés pour la jeunesse, qui est un autre sujet, avec d'autres problématiques. Cette petite brochure à usage méthodologique recensait 25 plans en 2013, mais 3 étaient en préparation dans 18 territoires. Et en fait, parmi ces plans de conservation partagés, on avait recensé à la fois ceux qui existent entre des bibliothèques territoriales avec des services d'archives, pas systématiquement, mais voilà, parfois, et avec des bibliothèques de l'enseignement supérieur, mais aussi ceux qui existent uniquement entre les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Petite information ou petit rappel, les premiers plans de conservation des périodiques remontent aux années 90 et même 1989 pour la Bourgogne, qui, je crois, a été le premier. Tandis que les plans de conservation entre bibliothèques de l'enseignement supérieur ont démarré dans les années 2000. Donc, parmi ces 25 que je citais, 25 plans en région, 11 justement existaient entre les bibliothèques de l'enseignement supérieur et 14 donc entre bibliothèques territoriales et bibliothèques de l'enseignement supérieur. Parmi ces 14, 7 étaient copilotés par la structure régionale pour le livre et le correspondant régional du SUDOC, 5 uniquement par la SRL. Alors dans les années 90, c'était encore l'époque des agences de coopération plutôt, et 2 seulement par le correspondant régional SUDOC. Donc je vais peut-être les citer. En 2013, donc les PCP entre bibliothèques territoriales existaient en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne. Un était en préparation en Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA, Corse, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne. Et donc, parmi ces 14, tous étaient coordonnés avec une implication de la SRL, sauf la Corse et le Limousin, qui étaient uniquement pilotés exclusivement par un correspondant régional SUDOC. Voilà, donc que sont-ils devenus ? Aujourd'hui, on a fait une petite enquête fin 2021 dans la perspective de ces journées. C'était l'occasion pour finalement collectivement au sein de la FIL de remettre un petit peu dans les discussions ce sujet qui avait été un petit peu mis de côté depuis quelques années au profit d'autres besoins de discussion, notamment autour des questions de signalement, numérisation. Mais donc voilà, on a saisi l'opportunité pour faire ce petit tour de piste et qui permet de constater que les plans, globalement, existent toujours. Voilà. Aujourd'hui, si on remet à l'échelle des grandes régions, issues de la loi NOTRe, ils existent toujours. Le plan Alsace, finalement, n'a pas vu le jour. Et en Nouvelle-Aquitaine, la place de la structure régionale pour le livre a changé. Elle s'est quand même plutôt mise en retrait. Elle est présente et elle accompagne et elle soutient. Mais la gestion est plutôt réalisée au niveau des correspondants SUDOC. Mais au-delà du fait qu'ils existent toujours, se pose la question de leur activité. Sont-ils encore actifs ? Et on a pu constater qu'en PACA, le plan est en sommeil. Alors, les raisons évoquées par les collègues de la structure régionale pour le livre sont un retrait de collectivités participantes,
Et deuxièmement, la question des abonnements numériques dans les universités. Alors, quelques petits focus très rapides sur quelques spécificités de ces plans. Justement, j'évoquais la naissance des grandes régions et donc nécessairement les questions se sont posées de parfois l'élargissement du périmètre, parfois la fusion de plans. En réalité, ce qu'on constate, c'est que seule la Bourgogne-Franche-Comté a opéré une véritable fusion, là où ailleurs, on a plutôt eu, et c'est le cas dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, une coexistence des plans à l'échelle des anciennes régions, qui ont donc encore une certaine réalité voilà, pour le patrimoine écrit. Et en Occitanie, on peut noter la naissance, pour le coup, ce qui est tout à fait singulier, je crois, d'un plan en ex-Languedoc-Roussillon. Donc Midi-Pyrénées, qui est un plan très ancien, existe toujours. Et un nouveau plan, voilà, il y a une dynamique qui finalement a été permise peut-être par cette fusion. Et Mélanie, peut-être tu pourras un petit peu le commenter tout à l'heure. Mais en effet, à part en Bourgogne-Franche-Comté, pas de fusion. En Grand Est, un plan existait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ex-Champagne-Ardenne. La question de l'élargissement est en réflexion toujours. Voilà, et sans que pour l'instant les choses aient été concrétisées, mais un gros travail de remise à plat est en cours, donc une dynamique est à l'œuvre. Par ailleurs, sur le fait que les plans concernent la presse ancienne, donc avant 45, on avait posé la question, voilà, est-ce que des titres de presse ancienne avant 45 figurent dans vos plans? Alors là, c'est très partagé, moitié-moitié, dirons-nous. Voilà, donc c'est pas une règle, dirons-nous. Et une question sur laquelle peut-être aussi Julie pourra réagir. Est-ce que le plan régional a pu intégrer un ou des plans nationaux thématiques orchestrés par d'autres structures? C'était la question qui était posée dans notre petit questionnaire. Et la réponse est non. Mais voilà, comme on pourra peut-être l'évoquer avec Julie, à défaut d'intégration de ces plans à ces nouveaux plans thématiques, des transferts existent, donc une circulation existe. Enfin, on peut constater que le lien avec le correspondant SUDOC-PS est toujours d'actualité, fonctionne bien. Alors, j'avais essayé de recenser les titres. En fait, la question, c'est assez finalement complexe. J'ai naturellement regardé sur Periscope, mais peut-être qu'il est intéressant de donner quelques chiffres régionaux, parce que ça montrera un petit peu, encore une fois, des dynamiques à l'œuvre. Il y a plusieurs régions dans lesquelles on observe depuis cette dizaine d'années un accroissement tranquille, j'allais dire, maîtrisé, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas un vrai accroissement des collections. C'est le cas donc en Grand Est, ex-Champagne-Ardenne. C'est le cas aussi en Bretagne. Oui, voilà, peut-être en Occitanie, on pourrait dire, mais c'est quand même une augmentation assez plus importante dans cette région. Pays de la Loire, c'est un plan qui a été créé en 2016, donc qui aujourd'hui compte 750 titres. Donc il n'y a pas de point de comparaison. Je peux dire que par rapport aux régions que j'ai citées précédemment, c'est un accroissement d'à peu près 10%, voilà, en 10 ans, 10 à 15%. Voilà, aujourd'hui, on remarque aussi qu'au niveau des Hauts-de-France, on a, alors pour le coup, un accroissement tout à fait remarquable, puisque en 2013, on comptait à peu près 1000 titres conservés, et aujourd'hui, j'en ai relevé 3344, voilà, sauf erreur de ma part. Donc pour le coup, il y a eu un gros travail réalisé. Voilà, c'est à peu près, j'ai recensé à peu près 350 établissements impliqués dans ces plans de conservation. Alors, pour finir, avant d'ouvrir peut-être la discussion sur les difficultés, ou en tout cas les questions qui se posent, et je crois que le temps nous est compté, donc je vais juste les citer, et ça permettra peut-être plutôt de faire réagir. Les questions de saturation entraînent, voilà, les risques en tout cas de saturation entraînent des
des réflexions sur le fait de se défaire de la responsabilité de certains titres. Donc c'est une vraie question aussi, cette question de la place dans les bibliothèques en région. La question aussi des plans silencieux, voilà, où en effet, ou pour lesquels, pour partie, des établissements ne se manifestent pas, ne participent pas aux réunions, ne proposent pas d'échanges. Donc il y a ces phénomènes parfois peut-être un peu non pas de mise en sommeil, mais en tout cas voilà, d'activité qui se réduit et qui pose question. Et des réflexions peut-être sur la façon de remobiliser en effet les établissements. Alors c'est justement la question de la valorisation qui peut être posée à ce moment-là. Comment parler de ces travaux qui peuvent parfois apparaître pour le grand public, mais aussi pour un élu et peut-être même parfois pour des équipes dans des établissements, comme quelque chose voilà, d'un peu mystérieux ou austère. Voilà. Donc il y a peut-être, en tout cas, il y a un vrai sujet autour de la valorisation et déjà beaucoup d'expériences ont été menées, dont pourraient témoigner des collègues. Pourquoi pas aussi la question de la formation. Aussi le sujet en tout cas le constat que la conservation partagée n'est pas une priorité, ne semble pas l'être en tout cas, et qui peut aussi un peu réduire les enthousiasmes. Évidemment la question de la communication de ces titres, le constat que beaucoup sortent très peu. Et puis on a évoqué les abonnements numériques, voilà, qui changent aussi la donne. Et puis enfin, peut-être la question du temps que peut consacrer le correspondant SUDOC-PS à ce travail voilà, sur les plans de conservation partagés. Donc les quelques questions qui peuvent être voilà, partagées, mises en débat, c'est en effet, est-ce que ces plans de conservation partagés à l'échelle régionale, entre bibliothèques territoriales, ont toujours un avenir? C'est vraiment une question voilà, qu'on peut être amené à se poser, que certains expriment. Comment travailler collectivement pour leur garder leur mission première, tout en tenant compte donc, de l'impératif d'attention aux espaces disponibles, sachant voilà, qu'on parle de collections qui aujourd'hui globalement ne sont pas dans un périmètre, dans un objectif de numérisation. Donc voilà, comment on fait avec ça? Et enfin aussi, est-ce que l'échelon régional reste pertinent? Donc je peux me faire un peu le porte-voix des collègues, hein, des SRL, qui en effet voilà, font remonter ces questions et seraient très désireux qu'une concertation à l'échelle nationale puisse être menée et qu'on puisse mettre en partage un peu toutes ces questions et évoquer les solutions possibles. Merci beaucoup pour cet état des lieux très détaillé et le retour de cette étude 2021. On note bien toutes ces interrogations qu'on partage et effectivement, il faudra que ça fasse l'objet d'une concertation, de discussion et ce sera le cas. Peut-être pour finir, donc encore un changement de focale pour voir un petit peu au niveau des liens avec l'enseignement supérieur. Il y a des plans de conservation thématiques portés par le CTLES. Est-ce qu'il y a, voilà, nous présenter un petit peu le travail qui existe déjà, des pistes de réflexion que vous avez qui pourraient venir enrichir ce que vient de dire Delphine? Oui, tout à fait. Donc, l'ABES, du coup, coopère et avec le CTLES pour tout ce qui est plan thématique et aussi avec la FIL. Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure avec Delphine qu'il fallait qu'on remette sur la table notre convention, puisqu'on est lié, l'ABES est lié par convention et à la FIL et au CTLES. Et donc, tu parlais justement quelles actions de coopération on pouvait faire, quels leviers pour relancer un peu les plans qui sont en sommeil, etc. Et moi, je pense qu'effectivement, la valorisation, c'est une bonne chose, mais on peut aussi se réunir et puis justement avec les responsables CR et les responsables SRL sur les plans un peu silencieux et voir ce qu'il en est. Je serais assez partante aussi pour faire une enquête comme tu l'as faite, mais plutôt sur... voilà, vu du point de vue des correspondants, des responsables CR, et je pense que j'aurais pas tout à fait les mêmes réponses. Du coup, voilà, je pense qu'il y a aussi des choses qu'on peut travailler. L'ABES, du coup,
récupère des données de signalement des plans et donc publie tous les ans une étude sur la qualité du signalement dans les plans, mais aussi les chiffres. Donc vous pouvez trouver cette étude librement sur le site de l'ABES. Voilà, avec tout un tas d'indicateurs qu'on sort tous les ans et qui comportent donc des évolutions et en termes de chiffres, de nombre de titres, nombre d'exemplaires, qualité du signalement, c'est-à-dire présence d'une indexation, présence d'autorité, présence de signalement d'état de collection ou pas, lacunes, etc. Voilà pour ça. Et voilà, donc pour les plans thématiques et l'articulation plans thématiques, plans régionaux, c'est vrai que ce qu'on voit apparaître un peu là depuis quelques années, c'est déjà les plans thématiques du CTLES qui s'ouvrent à des partenaires en région. Donc ça, c'est assez récent, hein, ça a quelques années. Et donc des établissements, alors plutôt enseignement supérieur, mais pas que. Hein, on a aussi des bibliothèques territoriales qui intègrent des plans thématiques parce que leurs collections sont tout à fait riches et dignes d'intérêt et scientifiquement intéressantes pour les plans thématiques en question. Et donc on voit pour certains plans un peu un corpus qui va changer, c'est-à-dire avec un recentrage souvent, mais c'est très schématique ce que je dis, hein, puisque en fonction des plans, on a vraiment des objectifs et une dynamique très différente. Mais par exemple des corpus qui vont plutôt, sur les plans régionaux, se concentrer sur des éditions locales, des titres avec une histoire historiquement intéressant, patrimonialement intéressant aussi. Et puis des titres qui vont carrément quitter le plan régional pour intégrer des plans thématiques. Et donc voilà, on voit un peu ces mouvements-là de corpus qui montrent que les plans de conservation partagée sont aussi assez dynamique finalement. Pour finir sur la collaboration avec le CTLES, on est en train, donc le CTLES et l'ABES, de créer de nouvelles zones pour décrire davantage et mieux en fait les documents, les titres, et donc c'est tout un tas de nouvelles zones qui vont intégrer le SUDOC sur la description matérielle des documents, notamment la reliure, l'état, est-ce que l'état est bon ou mauvais, est-ce que la collection est complète, etc. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes pour ces différentes interventions qui montrent donc d'un sujet d'ensemble, la conservation, qui pose des questions d'état des collections, de stockage. Voilà, il y a des réponses différentes qui sont apportées à la fois au niveau national, au niveau régional, mais aussi en termes de ce que sont les collections, donc des bibliothèques et des archives ou de l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'était, vous l'avez vu, on a posé beaucoup de questions aussi, c'était pas forcément de répondre à toutes, mais voilà, de vous donner un petit peu à voir toutes les interrogations qui se posent et le travail qui reste devant nous pour continuer ce travail de coordination. On a le temps de prendre 2 questions. Bonjour, donc je suis Sophie Mazas, la directrice de la coopération à la BNF. Ma question s'adresse au plan de conservation partagé, parce que j'ai toujours une interrogation, voilà, peut-être que ça peut faire partie de la réflexion. Delphine, tu as dit et c'est pas destiné à la numérisation, mais pourquoi ? Pourquoi c'est pas destiné à la numérisation ? Parce qu'après tout, au départ, les objectifs, ils étaient une collection unique, la plus complète possible. Pourquoi ? Pardon. Voilà, oui, elles sont. Pardon. Les problèmes de place qu'on voit là, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution quand même quelque part pour se dire, quitte à conserver, on a tous des problèmes de place, vous voyez bien. Bon, ça ne va pas loger comme ça pendant 1000 ans, sauf à l'extinction du papier, mais qu'on attend depuis aussi, j'entends ça moi depuis que j'ai commencé. Voilà, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part aussi une piste là-dessus ? Au-delà de la complétude, au-delà de tout ça, de se dire peut-être qu'on peut adosser ça à terme sur de la numérisation, qui sera de la numérisation de sauvegarde. Hein. Mais après tout, ça sert à ça, les PCP. Je crois que la question, en fait, elle n'est pas tellement pour moi. Elle est, voilà, je pense que là, c'est en effet une question, j'ai envie de dire chiche, hein, mais en fait, c'est vrai que c'est pas entre nos mains, j'ai l'impression. Alors, je réponds au nom de la BNF. Comment dire ?
on a déjà beaucoup à faire avec les collections antérieures à 1944. Il me semble difficile de nous éparpiller sur un tel volume. Par ailleurs, si elles sont échangées, ces collections, c'est qu'elles ne correspondent pas à une politique documentaire de l'établissement qui les laisse. Donc on est bien là sur quelque chose qui ne touche pas forcément les collections d'intérêt régional, mais bien des collections conservées en région, mais qui ne correspondent pas au public de la bibliothèque. Si la bibliothèque sont dessaisies, c'est qu'on est bien sur de la fausse presse thématique. Alors, non, je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire, parce que en réalité, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où dans beaucoup de plans régionaux, on va retrouver des titres qui sont vraiment d'intérêt local et dont les bibliothèques ne veulent absolument pas se séparer. Mais voilà, on va avoir des plans qui ont pour objectif une valorisation, et en fait l'inscription d'un titre dans un plan fait office de valorisation et de travail sur un corpus, peut-être avec des chercheurs aussi, parfois, et donc, ou des acteurs locaux, etc. Donc on a finalement chaque plan, sauf peut-être pour les plans thématiques du CTLS où c'est assez bien défini, mais pour chaque plan en région, on a des objectifs qui peuvent être très très différents. Parfois, on a effectivement des plans où l'idée c'est de partager la conservation justement, donc effectivement de garder, enfin de pas forcément garder de collection, mais de créer de l'espace, de reconstituer une collection complète et une seule à l'échelle d'un territoire. Mais parfois, on va avoir d'autres objectifs qui sont plus à visée patrimoniale, et on trouve certains plans qui sont un peu fourre-tout, où on va avoir à la fois des sous-thématiques très précises, par exemple en Aquitaine, je le disais tout à l'heure, sur la vigne et le vin, sur l'aéronautique, etc. Donc on a vraiment des sous-thématiques comme ça qui commencent à se dessiner et qui ont vraiment en tant que tel, en tant que corpus, une valeur scientifique, mais aussi dans les contenus eux-mêmes pour lesquels les chercheurs se rapprochent des bibliothèques, etc., pour consulter ces collections. Priscille Leroy, de la bibliothèque de Bordeaux. Une question très rapide sur les provenances. Justement, dans la presse et les périodiques en général. Dans le Sudoc, par exemple, on ne peut pas tellement signaler les provenances du côté territorial. Est-ce qu'il y a des changements qui vont être apportés à ça ? Oui, là, on se confronte à un problème de format, puisque, alors ça, j'en ai pas parlé ce matin, mais dans le Sudoc, on a effectivement toutes les descriptions pour les bibliothèques déployées, qu'on appelle déployées, plutôt enseignement supérieur, et puis le format spécifique des bibliothèques, enfin des ressources et des collections de bibliothèques non déployées, qui font partie du réseau Sudoc PS. Et donc là, on est en cours de justement faire évoluer certaines zones pour pouvoir mieux indiquer la provenance, justement. On a encore 1 minute pour une autre question. Merci. Pierre Guinard, bibliothèque municipale de Lyon. Une question pour Anne Pasquignon, et qui ne concerne pas les périodiques, mais plutôt la partie donc, centre de conservation. Vous avez parlé des collections de la BNF qui seraient amenées à partir aussi à Amiens. Est-ce que les critères ont déjà été choisis ? Savoir sur quels. Est-ce que c'est des critères thématiques, des critères d'ancienneté, des critères de communication peu importante ? Oui, tout à fait. Oui, ce sont les critères IGDC que j'ai présentés, mais très rapidement. Donc, c'est sur l'usage des collections et la nature des collections. Et donc, par exemple, toutes les collections précieuses, les collections qui font partie des réserves, elles ne sont pas destinées à partir sur le site d'Amiens. Donc, c'est plutôt des collections qui sont déjà reproduites, numérisées en partie, donc pour les collections spécialisées en particulier. Des collections aussi, des collections qui sont, par exemple, des collections du département des estampes, des fonds qui restent à inventorier, qui nécessitent plus de place qu'à Paris, et donc voilà, qui sont destinés aussi à déménager. Et sur les fonds, et il y avait aussi des fonds qui étaient déjà moins communiqués que d'autres
et qui avaient déjà été, qui étaient stockés sur le site de Bussy, voilà, qui sont destinés aussi à partir sur le site d'Amiens. Donc voilà, c'est à la fois sur le fait que ce soit déjà... alors, ce sont des ensembles, c'est pas du picking dans les collections. Et ce sont des ensembles qui soit sont déjà reproduits, soit moins communiqués que d'autres. Voilà. Mais l'idée, de toute façon, c'est que l'ensemble de ces fonds puisse à nouveau être communiqués sur le site de Tolbiac ou le site de Richelieu, en tout cas. Donc, c'est des fonds qui sont destinés, qui doivent toujours bouger. Voilà. Mais du coup, ce ne sont que des collections BNF ou est-ce que ça a été l'occasion d'accueillir des fonds de la BM d'Amiens, dont j'imagine qu'elle a aussi des problèmes de place, voire des archives départementales ou autres qui sont à proximité? Est-ce que c'est l'occasion en fait d'une mutualisation et d'une coopération? Non, non, pour l'instant non en tout cas, parce que l'idée c'est voilà, c'est déjà les collections de presse, c'est très important, hein, ça occupe un kilométrage déjà très important. C'est destiné aussi à continuer à s'accroître. Sur les collections de presse, l'idée est de garder les dernières années, les 10 dernières années ou les 20 dernières années sur place, mais au fur et à mesure, ça va continuer à s'accroître. Les collections audiovisuelles aussi vont continuer à s'accroître. Il y a l'auto-édition aussi qui va partir à Amiens. Ça fait partie des nouveaux fonds qui partent. Donc, non, l'idée, c'est... alors, pour ce qui concerne, par exemple, la presse, parce que peut-être le sujet peut être posé, l'idée, c'est que s'il y a effectivement des lacunes dans les collections, c'est de les combler, mais plus par la numérisation, plutôt que par la conservation des fascicules manquants. En fait, on n'est plus sur cette optique-là. Voilà. Mais non, il n'est pas envisagé de conserver d'autres collections que les collections de la BNF. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette table ronde. Ah, il y a une dernière question, très rapide. Hein. Une petite question que j'espère rapide. Pour les plans de conservation presse, avec le recul que vous avez, est-ce qu'il est arrivé, ou au contraire jamais, que une collection soit arrêtée tout simplement parce que les équipes ont changé? Enfin, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement, c'est comment ça se passe quand il y a du turnover. Quels sont les garde-fous que vous avez pu mettre en place pour assurer la continuité des collections? On évoquait justement ce sujet ce midi avec Julie, et c'est en effet, un constat qu'on a fait. Ça me rappelle une initiative qui avait été prise en Midi-Pyrénées d'un petit logo sur les collections pour le marquer aussi, pour que ça apparaisse. Oui, aussi. C'est celui de Midi-Pyrénées qui me revient, c'est bizarre, mais en effet, pour que ce soit signalé, que les équipes aussi au sein des bibliothèques le visualisent bien, et c'est une façon de valoriser aussi. Voilà. J'ai rien à ajouter, hein. Mais effectivement, on est très très dépendant. Enfin, les pilotes de plans, de personnes, de départ, etc. Et parfois de plans qui tombent complètement dans l'oubli, d'établissements, comme tu le disais, qui ne répondent plus et ne viennent plus au comité de pilotage. Donc on ne sait pas s'il reste pôle de conservation pour les collections pour lesquelles ils sont déclarés tels ou voilà. Donc, mais c'est de manière générale dans le SUDOC de toute façon. Tout est déclaratif. Hein. La BES ne va jamais dans les magasins voir si effectivement, c'est impossible. Donc, on a dans le SUDOC, on le sait, des établissements qui sont localisés sous des titres. En fait, les titres ont été désherbés et pilonnés. Et le SUDOC n'est pas forcément mis à jour. Et pareil, en termes d'état de collection. Donc, on voudrait rajouter une date de récollement, justement, pour voir peut-être des états de collection qui n'ont pas été repris depuis 10 ans. Et on sait qu'il y a des fascicules qui finissent par être perdus, etc. Donc, voilà. Je ne vois plus de micro, donc je pense que je peux clôturer la table ronde. Merci beaucoup pour vos interventions, merci pour vos questions. Je voulais peut-être ajouter quelques mots de conclusion un petit peu générale à la journée. Donc merci aux organisateurs, merci aux
aux techniciens, merci à tous ceux qui ont rendu la journée possible et celle de demain aussi. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer et merci à vous d'être venus. Donc quelques petits points d'avancement que j'ai notés des différentes tables rondes. Donc ce matin, la table ronde consacrée au signalement, donc souligner de nouveau l'engagement de l'État pour achever le site presse locale ancienne, le valoriser auprès de vous pour intégrer qu'il y ait un signalement coordonné des titres, notamment numérisés. Des discussions ont été enclenchées et, voilà, sur la base de relations qui étaient déjà fructueuses entre l'ABS et la BNF, mais nous, on formule des vœux à ce que ça continue. Sur la table ronde de la numérisation, il y a énormément de choses qui ont été abordées, aussi bien en termes d'enjeux techniques, de dimension de complétude des collections, de partenariats. Donc il y a vraiment, on veut de nouveau souligner la volonté de coordonner les acteurs et tout ce qu'on peut faire tous collectivement pour avancer sur ce grand chantier de la numérisation. Et enfin, donc la troisième table ronde qui était consacrée à la conservation. Et pour rebondir sur ce que disait Delphine tout à l'heure, voilà, la volonté de continuer à réfléchir sur les conditions de relance des plans de conservation partagés et de poursuivre donc les discussions sur leur périmètre et évidemment d'accompagner et de travailler avec la BNF sur le projet d'Amiens. Peut-être dire que plus largement, le ministère de la Culture souhaite mettre un comité, il portera un nom qui n'est pas encore défini, mais qui permette à tous les acteurs que nous avons réunis de continuer à échanger sur ces sujets. Alors pas toutes les semaines, mais peut-être une fois par an pour faire des points d'avancement et discuter de manière concertée sur ces enjeux qui... si on a choisi de les mettre à l'ordre du jour de ces journées du patrimoine écrit, c'est parce qu'on est tous convaincus que la presse est un sujet vraiment d'importance et on espère pouvoir avancer avec vous sur ce sujet. Pour l'année prochaine, Wilfried, tu veux vous faire la petite annonce pour les journées du patrimoine écrit 2023 ? Oui, c'est juste pour vous dire que vous pouvez réserver votre mois de juin de l'année prochaine, en principe, pour aller dans un pays encore plus chaud, parce que maintenant ça devient à Aix-en-Provence, pour les prochaines journées du patrimoine, dont le thème n'est pas encore connu. On va commencer à y travailler à la rentrée. Donc Aix-en-Provence, ça ne sera pas forcément à la fin du mois comme les journées habituelles, puisqu'il y a des questions de calendrier. Voilà, donc préparez la crème solaire, les ventilateurs portatifs. On devrait être à Aix-en-Provence, sous le beau soleil du sud. Voilà. Et merci beaucoup pour être venu.